J'invite Patrice Debré à me rejoindre. Patrice, je vous en prie, installez-vous. Non, je ne vais pas m'asseoir. À tournage, debout sur Pas page. à tournage. Patrice Debré est professeur d'immunologie cellulaire et tissulaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de la PHP, membre du conseil scientifique de la Fondation, dont on est ravi et très honoré. Et vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, des ouvrages sur le sida, dont vous êtes l'un des spécialistes, des ouvrages également, des biographies de Louis Pasteur en 93, au lycée Flammarion, si je me souviens bien, de Jacques Monod également, et puis en 2015, un ouvrage dont on va parler, L'homme microbiotique, qui évidemment nous amène en plein cœur du sujet. 2015, ça fait déjà voilà, presque 2 ans, aux éditions Odile Jacob. L'homme microbiotique fait référence à ce concept de microbe. Alors, est-ce qu'on pourrait commencer par simplement une question de définition? Un microbe, une bactérie, un virus, c'est quoi tout ça? De quoi on parle quand on parle de microbe? D'abord, bonjour à tous. Vous allez repartir avec probablement beaucoup d'interrogations, dont peut-être l'une essentielle, peut-être la plus importante. Qu'est-ce que l'homme? Que je voudrais partager avec vous. Qu'est-ce qu'il y a finalement d'humain dans l'homme? Et bien, je voudrais que nous partagions une certitude. L'homme est une chimère. Et l'homme est une chimère parce qu'il est constitué, vous allez voir, en majeure partie, il est constitué en majeure partie de microbes. Il y a 10 fois plus de microbes que de cellules sur la peau. Si nous prenions un homme et qu'on le broyait en morceaux, il y aurait 99% des gènes qui sont des gènes de microbes, le reste étant de l'humain. Et ces microbes qui vivent en nous, donc cette flore commensale, c'est ce qu'on appelle le microbiote, ou plus exactement les microbiotes. Et derrière ce mot de microbiote, se cache d'ailleurs le mot de microbe, dont je vous rappelle qu'il a été inventé par Littré pour Louis Pasteur. Les microbes en fait correspondent à une variété d'espèces, des bactéries d'un côté, des virus et des champignons. Et dans notre langage de tous les jours, le microbiote dont on parle le plus, c'est le microbiote qui est fait des bactéries. Donc, une d'entre elles que vous voyez s'afficher ici. Et il y a, écoutez, un nombre absolument effrayant, mais que personne n'a jamais réellement compté en réalité, il y a environ 100 000 milliards de bactéries, on va dire 1 à 2 kilos à peu près, qui sont là tranquillement en train de proliférer, en train de s'approcher les unes des autres au moment où nous parlons. Alors, on s'en poindre dans ce que vous dites là, la thèse de votre ouvrage, L'homme microbiotique. Il me semble que cette thèse, vous la nommez la coévolution. L'idée serait qu'on ne peut pas vivre sans microbes et que les microbes ne peuvent pas vivre sans nous. Enfin, quelle est cette thèse exactement? Alors, au moment où Darwin décrivait la sélection des espèces, que vous connaissez tous, donc cette grande loi de la nature, il y a un Suisse qui, à mon avis, a fait une découverte aussi importante, peut-être en termes de théorie de l'évolution que celle de Darwin, et qui est, regardez cette image, et qu'est-ce que nous apporte comme information le lichen? Le lichen, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'une plante et d'une algue. Et ceci est très particulier, c'est que cet être, en fait, est un être qui est fait de 2 espèces différentes, qui cohabitent l'une avec l'autre. Si l'une meurt, l'autre meurt. Et c'est ce grand principe de l'évolution de la nature qui est en fait la coévolution. Nous ne vivons jamais seuls. En fait, nous vivons à plusieurs, et les microbiotes que nous avons vivent en nous, par nous, avec nous, de telle manière finalement que nous ne sommes qu'un de ces produits, comme d'autres, de la coévolution. Et pour vous donner un exemple que je trouve assez extraordinaire, vous avez tous pris un lombrix entre les mains, vous l'avez pris dans la terre, vous l'avez ramassé, vous l'avez coupé en morceaux, enfin, peut-être quand vous étiez jeune, vous avez coupé en morceaux, et vous auriez su qu'à ce moment-là, le lombrix se reforme. Eh bien, si vous détruisez les bactéries qui sont à l'intérieur du lombrix, il n'y a plus de reformation du ver de terre. Autrement dit, la coévolution est à ce point extraordinaire que l'association de ces bactéries et de ces cellules, en l'occurrence du lombrix, ne peuvent exister ou coexister que parce qu'elles sont ensemble. C'est la connaissance qu'on a aujourd'hui. Cette connaissance, évidemment, elle est le fruit d'une cumulation et d'une accumulation de recherches presque depuis l'Antiquité. Enfin, vous faites référence dans l'ouvrage à des anecdotes, à des choses qui remontent à très très loin, y compris dans la Chine ancienne. Si on essaie de se focaliser sur peut-être l'histoire la plus récente de la recherche sur le microbiote, il y a évidemment un homme dont vous êtes l'un des spécialistes qui compte beaucoup, c'est Louis Pasteur. Il y a un moment Pasteur dans l'histoire de la recherche sur le microbiote? Oui,
Replacez-vous finalement devant Pasteur, son sens de l'observation, mais aussi la magnifique découverte qu'il avait faite à l'époque, était le rôle des bactéries. En fait, Pasteur s'est essentiellement porté ou intéressé, ou en grande partie intéressé, à un rôle qui est le rôle des bactéries, d'une part pour les fermentations, vous le saviez, et chez l'homme, aux vertus pathogènes des bactéries. Je crois d'ailleurs qu'il faut se rappeler, c'est assez extraordinaire, qu'en même temps que je suis en train de vous dire qu'on ne peut vivre qu'avec des bactéries, que nous sommes nous-mêmes à 99% composés de bactéries, les bactéries nous font mourir, et 25% de bactéries et autres agents infectieux, 25% des morts dans le monde sont dus à ces agents infectieux. Si on en revient à Pasteur, c'est effectivement lui qui, le premier, a compris probablement l'importance, je dis probablement parce qu'il l'a écrit, l'importance des bactéries en tant que micro-organismes commensaux, c'est-à-dire capables de vivre avec l'homme. Et cependant, il a très astucieusement, parce qu'il était pris par ces études qui voulaient démontrer le rôle pathogène des microbes, vous allez voir que les microbes dont on parle et dont je vous parle au même moment ne sont pas que bénéfiques, ils ont un rôle malheureusement dans un certain nombre de pathologies. Toujours est-il que Pasteur avait écrit qu'effectivement il devait, ou on devait faire des expériences sur ces microbes commensaux. Alors, vous allez me dire, écoutez, c'est extraordinaire, Pasteur, vous le faites vivre au milieu du 19e, vous êtes en train de me raconter, on est en 2017 aujourd'hui, que brutalement on fait dans une salle toute une série de discours sur le microbiote en particulier, et pourquoi ce silence? Pourquoi ne s'est-on pas penché sur ce problème pendant les 150 ans qui nous séparent de la première question? La première question d'ailleurs qui lui était venue parce que ses élèves travaillaient sur les plantes, et vous savez que les rhizomes des plantes sont en fait aussi dus à des associations avec des bactéries. Alors que s'est-il passé? En fait, la question essentielle, au fond vous auriez pu la poser comme moi, c'est tout simplement, peut-on vivre sans bactéries? Je vous parle des bactéries parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi des virus et aussi des champignons, mais ce qu'on serait mieux aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le microbiote, c'est la coexistence de l'homme avec les bactéries. Il y a, à mon sens, mais l'histoire est là pour parfois nous contredire aussi, mais il y a, à mon sens, plusieurs raisons qui font que cette histoire a été longtemps occultée. Tout d'abord, il y a au fond un grand problème culturel qui a été sous une grande influence américaine, anglo-saxonne, et je dois le dire, quand accompagné nos meilleurs médecins à l'époque, cette grande théorie hygiéniste, il ne faut vivre sans microbes, détruisant microbes. On ne vit bien qu'en microbes, et comme ça, nous aurons une société meilleure. Et les politiques à l'époque relayaient le langage des scientifiques, qui eux-mêmes étaient accompagnés par les médecins pour dire qu'il faut détruire les microbes. Et par conséquent, on allait, quand on travaillait sur ce microbiote, à contrario par rapport à une vision très politique, sociétale, je dirais presque, de la manière dont il fallait envisager les interactions de l'homme et des microbes. Les microbes, c'est méchant. Et ça allait d'ailleurs donner toutes les grandes théories hygiénistes que vous connaissez. Pourquoi est-ce que vous avez des Kleenex dans vos poches? Vous êtes là, en fait, pour que les microbes soient évacués. Le deuxième point, c'est parce que, finalement, les microbes, ceux dont on est en train de parler, se trouvent dans les selles et que, curieusement, on a changé, là encore aussi, de culture. Et ça avait un effet repoussant. Pensez que vous êtes là et qu'on va travailler sur des selles, donc sur des propriétés qui ne sont plus celles, dirait-on, nobles au sens du terme, alors qu'elles l'avaient été pendant très longtemps, en particulier au Moyen-Âge, a été aussi un élément qui a fait qu'on s'en est écarté. Ensuite, il y avait des discussions dans les scientifiques, entre les scientifiques. Et d'ailleurs, Metchnikov, qui a été un des élèves de Pasteur, qui s'est beaucoup intéressé au microbiote intestinal, pensait lui que le microbiote était délétère. Et qu'en fait, si nous avions des microbes, il fallait également s'en débarrasser. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a inventé l'idée que pour vieillir le plus vieux possible, il fallait manger des yaourts. L'idée n'est pas complètement idiote, entre parenthèses, mais toujours est-il qu'il est allé, ou il s'est heurté à ce moment-là au concept d'un microbiote qui était un microbiote nocif. Et vous aviez donc toute une série de scientifiques qui disaient détruisons le microbiote, ou le microbiote ne sert à rien. Et il a fallu longtemps pour qu'on arrive à un consensus, je dirais presque celui de mon ver de terre, pour dire qu'on ne peut pas vivre effectivement sans le microbiote. Donc il a fallu 150 ans pour arriver à des expériences, les unes positives, les autres négatives, bien entendu faites chez l'animal, pour essayer de montrer, de prouver qu'on pouvait vivre sans microbes. Et puis,
au fond, j'en reviens peut-être à ma première interrogation, celle de la culture, la bonne vieille culture judéo-chrétienne. Allez à l'église d'à côté et penchez-vous sur les réflexions qu'il pourrait y avoir à dire finalement que l'homme est essentiellement composé de microbes. Ça va à l'encontre de tous les concepts, et d'une bonne partie des concepts à la fois philosophiques et religieux. Bref, pour en revenir à votre question, 150 ans d'incertitude dans un sens, dans l'autre, mais une culture qui allait à l'inverse des grands concepts et des grandes pensées qui étaient luttons contre le microbe. Je crois que la leçon qu'il faut en tirer, c'est, eh bien, au contraire, il faut en revenir à cette physiologie essentielle de comprendre pourquoi le microbe a besoin de nous, pourquoi nous, ils ont besoin de nous, mais nous avons besoin d'eux, et, on le redira tout à l'heure, et c'est la raison d'être aujourd'hui, tous les travaux que nous faisons à la science publique, pourquoi aussi, malheureusement, ils semblent être reliés, parfois même peut-être responsables, de manière plus ou moins indirecte, avec un grand nombre de pathologies qui sont une des plus grandes intrigues, à mon sens, du siècle. Dans l'ouvrage, vous donnez une bonne part aussi à l'avancée des techniques, des technologies. Oui. Parce qu'effectivement, ça peut expliquer aussi qu'on est à un moment un saut qualitatif dans la recherche. Il y a une date sur laquelle on a échangé précédemment, 1937, le microscope électronique. Premier microscope électronique. Cette date-là vous semblait importante. Pourquoi? Oui, alors, cette date est importante parce qu'elle nous fait rentrer dans le monde de la phylogénétique. Jusqu'à présent, on se battait avec des bactéries, et en fait, avec des facteurs transmissibles ultra-filtrants, et qui étaient en réalité ce qu'on imaginait d'autres espèces, et c'était des espèces virales en l'occurrence, et le microscope électronique elle permet pour la première fois de voir un virus, en particulier celui de la mosaïque du tabac, avec son enveloppe, avec la manière dont il dessinait. Mais vous avez raison, j'aurais dû dire qu'un des freins aussi était d'ordre technique, pas seulement, mais important. Pourquoi? Parce que les bactéries que vous allez aller pêcher à l'intérieur de votre tube digestif, c'est 100 000 milliards de bactéries. Vous auriez pu d'ailleurs, si vous placez votre doigt délicatement sur votre peau, attraper au bout de votre doigt. Je vous rappelle que quand même, toutes les odeurs que vous dégagez ne sont dues qu'aux bactéries que vous avez dans votre peau. Si vous enlevez vos bactéries, il n'y a plus d'odeur. C'est le principe des déodorants que vous appliquez régulièrement. Eh bien, l'étude de ces bactéries intestinales qui vivent dans le noir le plus complet, qui vivent sans oxygène, entre parenthèses, je ne sais pas si tout le monde sait qu'il y a des bactéries mâles et qu'il y a des bactéries femelles qui aiment se rencontrer et qui ont des échanges entre eux, qui fait en particulier une des avancées de la biodiversité microbienne, puisqu'il y a des échanges qui se passent du mâle vers la femelle, bien sûr. Et bien, pour en revenir à ces bactéries qu'on va aller pêcher, lorsque vous les sortez, eh bien, elles sont habituées à vivre sans oxygène et donc elles meurent tout de suite. Et donc la culture, le bon vieux bouillon de culture qu'on connaît tous, c'est celle de cuisine que vous avez pu voir dans les traités, aussi bien récents d'ailleurs que plus anciens, et que Pasteur a mis à la mode à son époque, et qui permettait de cultiver par un bouillon de culture ou un autre telle ou telle souche de bactéries, ne permet pas, ou très mal, de faire la culture des bactéries qui sont des bactéries anaérobies, donc sans air, de l'intestin. Et il a fallu les avancées des grandes technologies, et en particulier celle de la génomique. Mais, comme je vous ai dit qu'on ne pouvait pas prendre les bactéries isolément, puisqu'en fait on sait très mal les cultiver, la génomique qui est à l'étude est une génomique particulière qu'on appelle métagénomique, qui prend ensemble, c'est la génomique de population. C'est très intéressant d'un point de vue conceptuel, parce qu'on arrive en fait à reconstruire des évolutions pour ceux qui s'intéressent à ça, la génétique des populations, et qui permet donc de concevoir finalement l'ensemble de la flore microbienne comme un tout, et par conséquent comme une diversité séquentielle. Alors, peut-être je m'arrête un point là-dessus, très rapidement, pour dire que, quand j'ai dit tout à l'heure que nous étions des chimères, et ces bactéries qui sont en nous, la question pourrait venir immédiatement, il y a une partie qui sont partagées par tout le monde, il y a 2 espèces d'ailleurs qui prédominent et qu'on va retrouver chez beaucoup de gens, et par contre il y a d'autres espèces qui sont uniques à chacun d'entre nous. Et cela est intéressant parce qu'on retrouve finalement un composant monomorphe et un composant en fait polymorphe de ces populations bactériennes qui vivent en nous. Alors, on a compris, elles sont là, on ne peut pas vivre sans elles. Enfin, ça s'attrape comment un microbiote ça naît à quel moment? Ça apparaît où? On renouvelle en permanence? C'est grave? Alors, je vois les dames du premier rang qui sourient. Eh bien, écoutez, les bactéries, on les attrape à la naissance. C'est aussi simple que ça. Au moment où vous sortez du ventre de votre mère,
quel que soit le moyen d'ailleurs, par voie basse ou par césarienne, ce qui, entre parenthèses, vous met à l'épreuve de bactéries qui sont finalement relativement différentes, vous attrapez un microbiote, et c'est ce microbiote qui va par la suite évoluer. Alors, comment il va évoluer? Il va évoluer très gentiment par le lait de votre mère. Et c'est lui qui, dans un premier temps, va apporter donc, toute une série d'éléments et de modifications, et puis petit à petit, bien sûr, l'environnement va jouer son rôle. Et bien sûr aussi, quand on dit l'environnement, l'alimentation. Par exemple, les Japonais dont je vous parle n'ont pas le même microbiote que nous, et en particulier ont des enzymes qui leur permettent de digérer les algues. Vous savez qu'ils mangent beaucoup d'algues, on mange assez peu, tout du moins sauf si vous allez dans les restaurants japonais. Par conséquent, en fait, on a une panoplie de bactéries qui s'adaptent à l'alimentation. Pourquoi? Parce que l'alimentation sert aussi à proliférer. Et puis, et c'est un point qui soucie terriblement à juste titre le directeur général, les antibiotiques. La mauvaise prise des antibiotiques fait une sélection de souches qui sont des souches résistantes. Et je dirais, et pourtant à l'assistance publique, on fait beaucoup mieux qu'ailleurs en matière de précaution. Mais dès que vous allez prendre l'avion et que vous vous trouvez dans un pays comme la Chine, ou au contraire des pays d'Afrique sous-saharienne, vous risquez d'attraper des populations de bactéries qui sont des bactéries résistantes parce que les antibiotiques sont très mal utilisés. Et c'est un des plus grands fléaux mondiaux aujourd'hui, cette antibiorésistance qui fait que nous sommes soumis à des pressions de population bactérienne qui risquent de s'implanter par les antibiotiques. Donc si on se résume, la naissance, le lait provient des alimentations et des autres alimentations, et l'usage des antibiotiques pour prendre parmi les principales qui façonnent le microbiote. Et pourtant, je ne peux pas résister à vous dire qu'il y a un des moyens d'échange du microbiote qui est le plus délicieux qui soit, et c'est le baiser. Alors, on va tenter une expérience en direct. On fera mon deuxième rendez-vous, d'accord. Merci beaucoup, Patrice Devray. Restez avec nous. Je suis certain qu'il y a quelques questions. On a parlé de sel, on a parlé de microbiote, on touche à des sujets qui ne sont pas forcément évidents et qui sont à vous. Mais enfin, si vous ne posez pas les questions là aujourd'hui, vous ne les poserez à personne. Donc, évidemment, n'hésitez pas. Ah, mais c'était pour l'alimentation. J'ai une question qui est naïve, mais je vais la poser quand même. Pardon, allez-y. J'ai une question qui est très naïve peut-être, mais je vais quand Toutes même les la questions poser. sont bonnes, comme vous savez. Je ne sais pas. Alors, quand quelqu'un meurt, que deviennent les microbes? Est-ce qu'ils meurent aussi? Vous avez expliqué le principe de la coévolution. Que deviennent ces milliards de microbes? Très bonne question. Quand on meurt, Oui. eh bien, écoutez, c'est une notion que j'aime bien, c'est le recyclage en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il meurt avec eux, c'est le fameux poème de Baudelaire. Vous savez, sur le cadavre, les microbes finissent par s'épuiser. Mais j'imagine assez volontiers qu'ils rentrent dans la terre, ils ont peut-être la chance un jour de remonter dans un arbre ou au contraire de repartir dans le corps humain. Il y a une chose qu'on n'a pas dit, c'est important parce qu'on a dit qu'il y avait des microbiotes, on a parlé des bactéries du microbiote, mais nous n'avons pas parlé, après que je vous ai dit qu'on était en phase de coévolution, de leurs fonctions. Les fonctions, elles ne sont pas là par hasard, ils trouvent leur plaisir, bien sûr, mais nous aussi. Il y a deux fonctions essentielles. Le premier, c'est la digestion. Ça nous aide à digérer un certain nombre de sucres, en particulier l'amidon et les sucres qui se trouvent, les filaments qui se trouvent sur les fruits. Et puis le deuxième, et c'est pour ça, je vais vous avouer très profondément que je me suis intéressé à ce problème, c'est le façonnement du système immunitaire. Et là, il y a quelque chose de très clair, qui est que les microbes qui sont dans nous, les bons, apprennent au système immunitaire à lutter contre les mauvais. C'est parce que vous avez des bons qu'on est capable de lutter contre les mauvais. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, ou même de biologie au sens beaucoup plus large, les immunologistes apprenaient à parler du soi et du non-soi. Le soi et le non-soi. À l'évidence, les microbes, c'est quoi? C'est vous, c'est aussi autre chose. Et donc, la théorie du soi et du non-soi ne tenait absolument pas avec le concept du microbiote. Et donc, les immunologistes ont trouvé une autre formule, que je vous signale parce que j'ai toujours pensé que finalement, ce qu'on apprend à partir de ces petits êtres qui sont les cellules, c'est aussi des vies en commun au sein des sociétés. L'autre formule est la suivante. L'étranger, il est bon tant qu'il ne vous induit pas un danger.
Dès qu'il y a un danger, alors il devient effectivement dangereux. Et ce que cette cohabitation doit apprendre, c'est que vous pouvez vivre avec l'étranger en très bonne communauté à partir du moment où il n'y a pas de signaux de danger. Et l'immunologie, c'est finalement ce que ça régule. Essentiellement, elle lutte contre les dangers, elle ne lutte pas contre l'étranger. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore une question? On a encore un peu de temps pour une question. Je vous en prie. Merci. Bonsoir. Moi, je vous demande pourquoi l'équilibre chez l'être humain aujourd'hui autant de monde. Excusez-moi, je suis pas sûr qu'on vous entend. Là, on entend. Même moi, je ne comprends pas. Alors, pourquoi aujourd'hui l'équilibre au niveau immunitaire est aussi en danger? Pourquoi autant de gens montrent des signes d'intolérance, de mal-être, et encore sur les systèmes hospitaliers aujourd'hui, plus qu'hier en tout cas. Vous parlez Généralement, en généralement, le système. Général. Le système immunitaire, je viens de vous le dire, le système immunitaire, il lutte contre, dès qu'il y a un signal de danger, c'est ça qu'il apprend. Il va se battre contre lui avec en fait 2 moyens assez simples. Un danger. Voilà. Mais quand il y a des moyens assez simples, qui sont soit des anticorps, soit des cellules tueuses. C'est-à-dire, soit le poignard, tuer l'individu dangereux, soit vous envoyez des missiles à distance. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui réveille le système immunitaire? C'est le danger que représente l'étranger qui est en vous. Mais qu'est-ce qui fait que l'étranger se soit réveillé massivement en légion aujourd'hui? C'est ça que je veux savoir. Attendez, vous parlez des bactéries qui sont en nous? Non. Le système immunitaire fait très très bien les choses. Il a un système si vous voulez, de policiers, de surveillance, qui à tout moment teste l'existence du danger. Je vous assure que dans la majorité d'entre vous, tout se passe très bien et que vous vivez en très bonne intelligence avec vos bactéries. Sauf dans quelques cas pathologiques. C'est une question qui est intéressante, alors qui va un peu au-delà du sujet de ce soir. Je vous propose de continuer pendant le cocktail, puisque l'étranger bienveillant qui fait du bruit, c'est simplement le cocktail qui s'installe voilà, juste à côté. Vous voyez que tout va bien. Merci beaucoup, Patrice, de cette intervention. On va commencer volontairement par le plus large en termes de concept, hein, le microbe. On a réduit à la bactérie au sens générique, et puis aujourd'hui, le sujet à la mode, mais on va voir pour quelle bonne raison il est à la mode, ce sont les bactéries qui composent le microbiote intestinal. Et on a la chance d'avoir parmi nous ce soir le professeur Harry Sokol, à qui je vais laisser la parole. Harry, qui est professeur de gastro-entérologie et nutrition, et le et nutrition, à mon avis, va avoir beaucoup d'importance ici, à l'hôpital Saint-Antoine de la PHP. Harry, je vous laisse avec le public. Merci Rodolphe. Bonsoir à tous. Je suis très content d'être parmi vous pour vous parler de microbiote intestinal. Donc effectivement, je suis gastro-entérologue, donc je vais vous parler de maladies intestinales, mais vous allez voir pas seulement, puisque aujourd'hui on se rend compte que ce microbiote, il est connecté à énormément d'organes différents. Alors juste quelques images pour vous rappeler un petit peu ce que Patrick vous a déjà dit. Si on met face à face finalement nos propres cellules, notre corps humain et les bactéries, et pas seulement, tous ces micro-organismes qui vivent dans notre intestin. Un être humain classique, c'est 70 kg à peu près, 2 kg de microbiote en face. 10 puissance 13 cellules, c'est-à-dire 10, enfin plutôt 1 avec 13 zéros derrière, c'est le nombre de cellules que l'on a dans le corps. 10 puissance 14 micro-organismes, c'est-à-dire 1 avec 14 zéros derrière, c'est-à-dire 10 fois plus de bactéries que de cellules. Dans 1 gramme de matière fécale, on représente bien ce que c'est qu'un gramme de matière fécale, c'est pas grand-chose, il y a 100 milliards de micro-organismes. Notre génome humain, évidemment, on n'a qu'un seul génome humain. Si l'on met bout à bout les gènes des bactéries qu'on a dans un intestin, ça représente 150 fois le génome humain. Et donc ça vous donne une idée des capacités fonctionnelles qui existent dans notre intestin. Dans notre intestin, il y a des bactéries, et c'est vraiment l'essentiel, en tout cas en nombre, des habitants. Mais il y a d'autres micro-organismes, des levures, des champignons, et certes, il y a moins de champignons que de bactéries, mais si vous mettez côte à côte une bactérie et un champignon, vous vous rendez compte qu'un champignon, c'est beaucoup plus gros qu'une bactérie.
C'est aussi beaucoup plus complexe, puisque les champignons sont des cellules eucaryotes, c'est-à-dire comme nos propres cellules, et donc elles sont capables de faire beaucoup de choses. Et donc même si en nombre, elles sont nettement moins importantes que les bactéries, leur rôle dans notre santé est probablement très important. Et puis des virus, particulièrement ce que l'on appelle des phages, ce sont des virus particuliers qui ciblent les bactéries de l'intestin, et on pense aujourd'hui que ces phages peuvent réguler les populations bactériennes un petit peu comme des prédateurs peuvent réguler des proies dans un écosystème. Et puis ce qui rend les choses encore plus complexes, c'est que tous ces habitants, eh bien, ils ne sont pas isolés, ils se parlent, ils ont des interactions, et aujourd'hui, donc, on sait que les phages ont un impact sur les bactéries, que les bactéries ont un impact sur les champignons, et inversement, et donc, ce qui rend le système vraiment très complexe. Alors ce microbiote, comme on l'a dit, il joue un certain nombre de rôles pour notre propre santé. D'abord, des fonctions métaboliques. Donc Patrick vous a parlé notamment de la capacité de ces bactéries à digérer un certain nombre d'éléments, et notamment ce qu'on appelle les fibres alimentaires, vous en entendez parler très souvent. Eh bien, toutes les fibres sont digérées par les bactéries. Nous n'avons pas, nous, les enzymes dans nos cellules capables de les digérer, et ce sont les bactéries qui le font pour nous. Bien sûr, elles prennent une commission en termes d'énergie, on peut dire, mais elles nous donnent comme résultat ce que l'on appelle des acides gras à chaîne courte, un type d'acide gras particulier qui va non seulement nourrir notre intestin, mais aussi avoir un effet au niveau énergétique sur l'ensemble de notre corps. Un rôle, comme vous l'a dit Patrick aussi, sur les fonctions immunitaires. On peut se dire que les bactéries dans l'intestin, c'est assez attendu qu'elles peuvent avoir un effet sur l'immunité dans l'intestin. Mais plus intéressant et plus inattendu, elles ont un effet sur l'immunité partout dans notre corps, y compris jusque dans la moelle osseuse, qui est, comme vous le savez probablement, l'usine où sont fabriquées les cellules, la majorité des cellules immunitaires. Un rôle dans ce que l'on appelle le maintien de la fonction barrière de l'intestin, puisque l'intestin, il a deux fonctions. Bien sûr, il sert à absorber les calories, et donc d'une certaine manière, il doit être poreux, il doit être capable d'absorber ces calories de l'alimentation, mais en même temps, c'est une surface d'échange avec le monde extérieur, et donc potentiellement une surface qui peut être agressée, que ce soit par des allergènes, mais aussi par des bactéries pathogènes, des bactéries infectieuses. Et donc, cet intestin doit aussi être imperméable à certaines de ces agressions. C'est ce qu'on appelle la barrière intestinale. Et le microbiote joue un rôle très important pour maintenir cette barrière intestinale par différents mécanismes, notamment en faisant sécréter des anticorps dans l'intestin, en induisant également la production d'antibiotiques naturels par nos propres cellules et qui jouent un rôle justement pour se défendre, notamment contre certaines infections. Vis-à-vis des pathogènes, justement, le microbiote joue un rôle vraiment très important de protection, puisque finalement, si on a énormément de bactéries dans l'intestin, eh bien elles prennent déjà de la place. Et si elles prennent la place, ça veut dire qu'elles utilisent des nutriments, elles utilisent des récepteurs, et ces nutriments et ces récepteurs déjà utilisés par nos gentilles bactéries sont autant de nutriments et de récepteurs qui ne sont pas disponibles pour des pathogènes que l'on va pouvoir ingérer. Et donc il a été très très bien montré que paradoxalement, une prise d'antibiotiques vous rend plus susceptible à une infection intestinale. Et pourquoi est-ce que ça vous rend plus susceptible à une infection intestinale? C'est parce que ça détruit en partie votre microbiote intestinal, et que donc une bactérie pathogène que l'on va ingérer au même moment aura énormément de place pour se développer, et donc pourra causer une maladie. Quelque chose de plus étonnant, le microbiote joue un impact sur le fonctionnement de notre cerveau. Alors ça peut paraître un peu farfelu, mais finalement on sait déjà qu'il existe des communications nerveuses très denses entre l'intestin et le cerveau, et vous n'avez qu'à demander à un étudiant qui passe à un examen, il vous dira qu'il a mal au ventre, et donc ça c'est bien une communication entre le cerveau et l'intestin, et les communications nerveuses vont également dans l'autre sens. Mais pas seulement. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait des capacités fonctionnelles dans notre microbiote qui étaient énormes, et donc ces bactéries, tous ces micro-organismes vont produire une quantité de molécules très importantes et aussi très diverses. Ces molécules, si elles sont produites dans l'intestin, qui est un organe fait pour absorber, eh bien elles vont être absorbées dans le sang, elles vont passer dans le foie, et certaines de ces molécules vont pouvoir atteindre tous les organes de notre corps, y compris le cerveau, pour certaines qui peuvent même passer vraiment dans le cerveau. Et si elles passent dans le cerveau, elles peuvent avoir des effets.
Juste un élément pour illustrer ce phénomène. On estime aujourd'hui que si dans notre sang, dans le sang d'un humain normal, 30% des molécules sont dérivées des micro-organismes que l'on a dans l'intestin. Ce qui veut dire que vraiment, non seulement on vit avec, mais on est en fait imbibé par le monde microbiote. Pourquoi le microbiote c'est intéressant à étudier? Parce que c'est le double miroir à la fois de notre propre génétique, puisqu'on sait aujourd'hui que notre génétique a un impact sur la forme, la composition, les fonctions de notre microbiote intestinal, et c'est aussi le reflet de toute l'exposition à l'environnement. Et parmi les facteurs d'environnement, il y en a qui sont évidents. Si vous avez déjà pris des antibiotiques, vous avez fait l'expérience vous-même des effets que peuvent avoir les antibiotiques sur votre microbiote intestinal, et ce n'est pas un effet agréable. Mais on sait aujourd'hui que d'autres médicaments, par exemple les antiacides que l'on prend pour les brûlures d'estomac, ont aussi des effets sur le microbiote. Une infection peut avoir un effet, le tabac, l'âge, alors ça on ne peut pas y faire grand-chose malheureusement. Le mode d'accouchement a un effet important. Patrick vous a dit que, évidemment, on ne rencontre pas les mêmes bactéries quand on est par césarienne ou par voie basse. Quand on va naître par voie basse, on va rencontrer des bactéries de la filière vaginale de la mère et aussi des bactéries intestinales, alors que quand on va naître par césarienne, on va rencontrer des bactéries de la peau et puis de la salle d'opération. Et puis, bien sûr, le mode d'alimentation a un impact majeur, et ça, on le connaît très bien. Comme l'a dit Patrick, si on regarde les populations japonaises, le microbiote est différent. Il suffit de regarder des végétariens, leur microbiote est complètement différent d'omnivores, puisque les bactéries qui vont être sélectionnées pour rester dans l'intestin sont celles qui sont capables d'utiliser tous ces végétaux. D'un point de vue médical, toutes ces capacités du microbiote, cette très très grande biodiversité, cette capacité des bactéries à s'adapter à tout changement d'environnement, et ça on le sait, puisque si vous regardez juste à la surface de la Terre, n'importe quel écosystème, n'importe quel endroit sur la Terre, que ce soit des zones extrêmement froides, extrêmement chaudes, même exposées à des radiations, eh bien vous allez trouver des bactéries. Parce qu'elles sont capables de s'adapter, et elles s'adaptent très vite au changement d'environnement. Et donc, ce que l'on pense, c'est que si ces bactéries peuvent s'adapter très vite au changement d'environnement, eh bien, elles pourraient représenter des biomarqueurs, c'est-à-dire des éléments qui vont varier très tôt dans l'évolution d'une maladie. Et donc, on pourrait imaginer les utiliser, ces bactéries dans l'intestin, ce microbiote, comme marqueur diagnostique, par exemple, pour détecter très très tôt un cancer du côlon, ou même un polype dans l'intestin. Et il y a déjà des données qui vont dans ce sens-là. Et on peut même imaginer utiliser le microbiote comme marqueur pronostic, c'est-à-dire vraiment pour prédire l'évolution d'une maladie, l'aggravation d'une maladie, ou au contraire le fait qu'une maladie va rester très calme, bénigne, et même pour prédire la réponse au traitement que l'on va pouvoir donner aux patients. Et ça, c'est vraiment quelque chose de clé, puisque aujourd'hui, quand on est face à un patient qui a une maladie donnée, on a souvent un choix possible de traitement, et on a assez peu d'éléments pour guider le médecin, et pour choisir quelle molécule doit être utilisée. Et donc aujourd'hui, on pense que le microbiote pourrait également servir à ça. Donc si ce microbiote il a ces fonctions si importantes pour le maintien de notre santé, forcément, s'il est anormal, si sa composition, ses fonctions sont anormales, eh bien c'est tout à fait logique de penser qu'il peut avoir un rôle dans le développement de certaines maladies. Et aujourd'hui, ici je vous ai mis quelques exemples, mais notamment un rôle dans le diabète et l'obésité, un rôle dans les maladies inflammatoires de l'intestin comme la maladie de Crohn, et même dans les maladies neuropsychiatriques, l'autisme bien sûr, mais l'anxiété, la dépression, et la liste n'est pas limitative. Aujourd'hui, le nombre de maladies dans lesquelles on pense que le microbiote joue un rôle est très important. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le microbiote joue un rôle très important dans toutes ces maladies. Peut-être que le rôle, c'est probable, est variable d'une maladie à l'autre, mais clairement, on pense que c'est un acteur qui doit être pris en compte. Dans toutes ces maladies qui sont des maladies complexes, on ne parle pas d'une maladie simple, on parle de maladies complexes. Quand on parle de diabète, ce sont des maladies complexes. Il y a des facteurs environnementaux, il y a des facteurs génétiques, et il y a le microbiote qui peut être impliqué. Et aujourd'hui, on pense que certains facteurs environnementaux et certains facteurs génétiques pourraient influencer ces maladies via un effet sur le microbiote. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que le microbiote est responsable de tout. Il y a d'autres facteurs qui influent sur ces maladies indépendamment du microbiote, mais néanmoins, dans un certain nombre de maladies, ce microbiote semble vraiment un carrefour important.
Alors, pour comprendre le rôle du microbiote, il faut comprendre le concept de dysbiose. Dans notre intestin, il y a un équilibre. Malgré le fait qu'il y ait ces milliards et milliards de micro-organismes, normalement, on n'a pas d'inflammation dans l'intestin. Tout ça est tout à fait calme, et c'est d'ailleurs assez étonnant qu'on soit immunologiste ou bactériologiste. C'est très très étonnant de se rendre compte de ça. Et en fait, ça c'est lié au fait qu'on a des populations bactériennes différentes qui jouent des fonctions différentes. Certaines bactéries vont avoir des effets de stimulation de l'immunité. Certains diront pro-inflammatoire, mais ce n'est pas complètement vrai, parce qu'on a besoin que notre immunité soit stimulée pour qu'elle soit éduquée, par exemple, pour répondre à une infection. Et puis, on a également des bactéries qui sont là plutôt avec des fonctions régulatrices, qui vont calmer le système immunitaire. Et lorsque l'on a le bon mélange de bactéries et les bonnes fonctions bactériennes, et bien globalement, on a la paix dans notre intestin. Ce qui peut se passer dans certaines pathologies, et là j'ai pris l'exemple de l'inflammation parce que c'est très imagé, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres situations, on peut avoir un déséquilibre dans les populations bactériennes au profit de populations pro-inflammatoires comme ici montré, et au détriment de bactéries anti-inflammatoires. Et donc si on a ce déséquilibre dans les populations microbiennes, eh bien on pense que ça pourrait jouer un rôle dans l'initiation, le maintien ou l'aggravation d'un certain nombre de pathologies. Maintenant qu'on a planté ce décor, en tant que médecin, ce que l'on voudrait, c'est jouer sur ce nouvel acteur pour essayer d'aider les patients. C'est un acteur qui est finalement oublié depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on ne pourrait pas jouer sur cet acteur des maladies dans un but thérapeutique? Donc pour ça, on a plusieurs stratégies possibles. Première stratégie, les antibiotiques. Taper de manière un petit peu non spécifique sur les bactéries de l'intestin. Et ça a certains effets bénéfiques dans certaines maladies de manière le plus souvent transitoire et malheureusement aussi associée à un certain nombre d'effets secondaires. Donc les antibiotiques pour des maladies chroniques de toute la vie, aujourd'hui on a quand même du mal à imaginer que ça soit une solution. Ça peut aider de manière transitoire, mais pas de manière chronique. Les probiotiques, alors aujourd'hui on connaît les probiotiques classiques, qui sont pour la plupart d'entre eux issus de la fermentation des produits laitiers. Ils peuvent avoir des effets intéressants dans certains cas, essentiellement la diarrhée liée aux antibiotiques, justement. C'est là où c'est vraiment dans cette indication où certains de ces probiotiques, pas tous encore, ont des effets reconnus, mais le plus souvent dans les maladies graves dont on parle ici, les effets sont vraiment très très limités. Une autre stratégie qui est vraiment en cours de développement, diapo en arrière, excusez-moi, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des probiotiques de nouvelle génération. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre des bactéries issues de la fermentation de produits laitiers, eh bien on va prendre des bactéries venant du microbiote intestinal, qui sont adaptées à l'intestin et qui ont des fonctions, toutes celles dont je vous ai parlé précédemment, qui peuvent agir sur la santé. Donc aujourd'hui, il y a un grand effort de recherche qui est fait pour isoler ces bactéries avec des effets sur la santé, les sélectionner de manière rationnelle et les mettre dans des gélules ou dans des sachets pour les donner comme probiotiques de nouvelle génération. Donc ça, c'est énormément de travaux de recherche qui sont en cours et dont on verra les résultats dans les 5 ans à venir, à mon avis. Et puis après, il y a une approche qui est plus drastique, c'est la transplantation de microbiote fécal. Donc la transplantation fécale, qu'est-ce que c'est? Le concept, il est très simple. C'est remplacer un microbiote anormal par le microbiote d'un sujet sain. D'un point de vue conceptuel, c'est très simple. En pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Mais néanmoins, c'est aujourd'hui utilisé de manière tout à fait classique et en routine dans une seule pathologie, une seule maladie, qui est l'infection à Clostridium difficile. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Clostridium difficile, c'est une bactérie que certains d'entre nous portent dans leur intestin à un tout petit niveau, mais qui peut s'activer, se réveiller, particulièrement lorsqu'on prend des antibiotiques. En prenant des antibiotiques, on va taper, abîmer notre microbiote intestinal normal, ce qui va laisser de la place à des bactéries potentiellement méchantes, comme celle-ci, qui peut soit déjà dormir dans notre intestin, soit avec laquelle on peut se contaminer à cette occasion. Et donc s'il y a de la place pour se développer, cette bactérie va se multiplier dans notre intestin et être responsable d'une infection qui est potentiellement grave, il y a une mortalité très importante, et surtout, son problème particulier, c'est que le traitement de cette infection, paradoxalement causé par les antibiotiques, c'est de donner d'autres antibiotiques pour taper sur cette bactérie. Mais en tapant sur cette bactérie, certes on tape dessus, mais on tape aussi sur le microbiote environnant,
Et la conséquence, c'est qu'il y a un risque de récidive à l'arrêt du traitement qui est très important, et on arrive assez vite dans un cycle de multirécidive où les gens arrêtent le traitement et rechutent immédiatement. Et dans cette situation-là, le meilleur traitement qui existe aujourd'hui, c'est la transplantation fécale. On va apporter massivement et d'un seul coup un microbiote normal qui va occuper la place dans l'intestin, et le Clostridium difficile ne va plus pouvoir se développer. Donc ça a vraiment été une révolution. Le traitement classique de ces infections récidivantes marche dans 20 à 30% des cas. L'infection à Clostridium difficile est traitée par transplantation fécale, c'est entre 90 et 100% d'efficacité. La PHP est clairement en France un leader dans cette pratique de soins. C'est la plus forte activité en France de transplantation fécale dans le cadre du soin. Moi-même, en tant qu'acteur dans ce domaine, j'ai créé le groupe français de transplantation fécale qui est coordonné au niveau de la PHP, qui édicte des règles de bonnes pratiques au niveau national et qui sont vraiment opposables pour tous les médecins qui veulent faire cette pratique. À côté de ça, à côté du Clostridium difficile, il y a toutes les autres maladies dont je vous ai parlé, qui sont peut-être intéressantes à traiter par la transplantation fécale. Et donc pour cela, à la PHP, on est aussi très actif. On a fait une étude qui vient de se terminer dans la maladie de Crohn, et qui était la première étude faite sur la transplantation fécale, toute pathologie confondue en France. Donc vraiment la première étude, d'ailleurs, on a eu un certain nombre de difficultés réglementaires associées. Il a fallu convaincre les autorités de santé que ça valait le coup de faire ce genre d'étude. Et là, par exemple, on va commencer une étude multicentrique nationale, donc vraiment sur l'ensemble du pays, concernant la rectocolite hémorragique, et ça devrait commencer début 2018 grâce à un financement qu'on a pu obtenir. À côté de ces études, notamment dans les maladies inflammatoires de l'intestin, pour lesquelles on a un vrai signal positif, il y a un certain nombre de résultats qui sont prometteurs, ou alors d'études qui sont en cours dans d'autres pathologies dont je vous ai parlé précédemment, que ce soit des maladies inflammatoires, le syndrome de l'intestin irritable, des maladies neuropsychiatriques. Il y a quelques signaux qui sortent, qui sont intéressants dans l'autisme par exemple, ou dans la dépression. En hématologie, lorsque l'on fait des greffes de moelle osseuse, cette fois-ci on n'est plus dans la greffe fécale, mais il y a un intérêt probablement à faire de la transplantation fécale aussi. Et puis, Patrick vous a parlé des bactéries multirésistantes, des bactéries résistantes aux antibiotiques. On a un certain nombre d'éléments aujourd'hui pour penser que ces bactéries multirésistantes qui sont dans notre intestin, eh bien, on peut les éradiquer en faisant de la transplantation fécale. Donc là aussi, c'est un espoir vraiment très important. Donc en conclusion, ce microbiote intestinal qu'on redécouvre finalement aujourd'hui, on considère que c'est vraiment un nouvel organe. Un certain nombre de gens parlent d'organes cachés parce qu'on ne le connaissait pas jusqu'à présent et puis il n'est pas accessible comme ça de manière simple. J'espère vous avoir convaincu que c'est un acteur majeur de notre santé. D'un point de vue médical, quand on s'intéresse à la pathologie, à la maladie, aujourd'hui on pense vraiment que ce microbiote pourrait être un biomarqueur extrêmement performant dans énormément de circonstances, que ce soit pour le diagnostic et le pronostic, et on a vraiment des arguments pour le penser. Il y a des premiers travaux qui le montrent, que ce soit pour le cancer du côlon, pour la réponse au traitement anticancéreux, pour la réponse au traitement anti-inflammatoire dans un certain nombre de pathologies. Et puis, ça pourrait être également vraiment une source de nouveaux traitements, c'est-à-dire pas seulement une cible des traitements, mais vraiment une source de traitement, en prenant, alors soit en utilisant la transplantation fécale dont je viens de vous parler, ou en utilisant ces probiotiques de nouvelle génération, c'est-à-dire des micro-organismes que l'on a isolés à partir d'un microbiote normal, sélectionnés sur des critères scientifiques, médicaux et biologiques, et que l'on va pouvoir réadministrer à des patients pour exercer ces effets. Enfin, la dernière étape du processus sur laquelle on peut se projeter, c'est l'utilisation de molécules produites par ces micro-organismes, puisque certaines de ces molécules produites par les micro-organismes sont responsables d'effets sur notre santé, et donc on pourrait tout à fait finalement utiliser des molécules que l'on pourrait après d'ailleurs reproduire chimiquement et les utiliser comme des médicaments assez classiques. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Harry. On ne voudrait pas trop dépasser l'horaire qu'on s'était donné pour terminer cette conférence, mais évidemment, on ne veut pas créer trop de frustration. Il y a des questions pour le professeur Harry Sokol. Allez, je monte. Merci beaucoup pour
ce topo est très très clair. J'ai une question concernant l'alimentation. Est-ce que vous avez des exemples où certains patients que vous voyez en consultation, où en leur donnant des conseils alimentaires, vous arrivez à faire régresser certaines maladies? Alors, oui et non. Il y a des circonstances où l'alimentation est vraiment clé. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Les maladies métaboliques, c'est diabète, obésité, avec des consignes diététiques, on peut vraiment faire améliorer les choses, en sachant que changer le comportement alimentaire des gens, c'est quand même pas simple. Vraiment pas simple. Il y a d'autres circonstances où l'alimentation a un rôle. Alors moi, je suis gastro-entérologue, particulièrement expert sur la maladie de Crohn, et le fait de changer l'alimentation dans certaines circonstances, et peut-être mon collègue pédiatre en parlera après, et de donner une alimentation simplifiée, entre guillemets, a un effet anti-inflammatoire sur l'intestin, sans qu'on comprenne bien pourquoi d'ailleurs. Et d'ailleurs, peut-être que ce n'est pas lié au microbiote. Ça, on ne sait pas bien. À côté de ça, il y a un certain nombre d'études dans plusieurs pays qui cherchent à avoir un impact sur la maladie en modifiant l'alimentation, avec comme rationnel l'idée que dans tous ces produits transformés que l'on mange, il peut y avoir des éléments qui ne sont pas très bons pour notre microbiote, et ça a été montré, en tout cas chez la souris, pour ce qui est de l'inflammation intestinale de manière assez claire. Merci. Une autre question, on en prendra une dernière après. Et vous avez le temps du cocktail qui va être un peu écourté, je vais vous en parler après, mais on a voulu maintenir le cocktail quand même. Oui, bonsoir. En fait, je voulais savoir comment on choisit des fesses saines, en fait, parce qu'on connaît le travail de la transplantation, enfin, le prélèvement sanguin en tout cas, donc comment on choisit. Excellente question. Donc en fait, il y a deux aspects. D'abord, il y a un aspect de sécurité, on va dire, infectieuse. Et donc, on fait des tests comme pour une prise de sang, sauf que, de la même manière que pour un don du sang, sauf que l'on va tester beaucoup plus de choses. En gros, on teste la même chose que pour un don du sang, mais aussi un certain nombre de bactéries et de virus qui peuvent se trouver dans l'intestin et donc potentiellement être transmis par ce biais-là. Avec la limite des connaissances actuelles, jusqu'à présent, en suivant ce genre de test de dépistage, on n'a pas eu de problème particulier. Mais j'allais dire, ça c'est la partie simple du problème. La partie compliquée, c'est de savoir s'il y a des bons microbiotes et des mauvais microbiotes. Pour l'infection à Clostridium difficile, honnêtement, ce n'est pas un vrai problème, parce que comme vous l'avez compris, ça marche dans quasiment tous les cas. Donc ce n'est pas un vrai problème. En revanche, par exemple pour les maladies inflammatoires de l'intestin, où ce sont les pathologies dans lesquelles on a le plus de données aujourd'hui, eh bien, on s'est rendu compte que les donneurs n'étaient pas égaux, même si on les teste pour le côté infectieux. Et aujourd'hui, on n'est pas vraiment capable de savoir ce qu'est un bon microbiote par rapport à un mauvais. Probablement que la diversité du microbiote, c'est-à-dire le nombre d'espèces bactériennes différentes, est un marqueur de bon microbiote, mais c'est quand même un marqueur assez rudimentaire. Donc ça, c'est vraiment l'objet des recherches actuelles, de comprendre ce qu'est un bon d'un mauvais donneur. Et d'ailleurs, c'est la première étape pour aller identifier les bons micro-organismes, des mauvais micro-organismes qu'on pourra secondairement utilisés dans ces probiotiques de nouvelle génération dont je vous parle. Alors, moi j'ai une dernière question, puisque j'ai le micro, je le garde. On n'a pas beaucoup de temps, mais c'est une question qui est importante. On a vu qu'il y avait beaucoup d'espoir, on a vu qu'en même temps il ne fallait pas non plus tirer le temps sur un comète incroyable. On fait quoi là aujourd'hui pour que demain on avance mieux, plus vite, et que ces espoirs-là, on puisse enfin valider si oui ou non ce sont des pistes qui sont des hypothèses qui sont viables? Alors il y a deux aspects. L'aspect biomarqueur qui est vraiment clé, parce qu'encore une fois, guider les traitements aujourd'hui c'est majeur, et vraiment je peux vous dire que si vous parlez à un médecin qui a un choix entre différentes molécules, ben souvent il fait un choix de manière, je ne dirais pas qu'il lance une pièce en l'air, mais c'est parfois pas très loin de ça, et donc pouvoir guider le traitement et donc éviter d'utiliser un traitement qui ne marche pas chez un patient et passer directement à un autre traitement, ça serait vraiment très utile. Et donc pour ça, ce que l'on a besoin, c'est des échantillons de bonne qualité. Et un des éléments majeurs, et c'est ce dont vous a parlé Patrice, c'est que ces bactéries de l'intestin, elles meurent dès qu'on les sort de l'intestin pour beaucoup d'entre elles. Et donc on a besoin de méthodes de conservation très standardisées, très précises, de très bonne qualité, et faites toujours de la même manière. Et ça une fois qu'on les a échantillonnés comme ça, on doit aussi les conserver toujours de la même manière, et après les analyser toujours de la même manière, sinon la recherche a assez peu de valeur en fait. Et ça, c'est vraiment un challenge très compliqué. Et donc, c'est un des vrais besoins qu'on a, c'est de pouvoir avoir une banque
d'échantillons de sel de patients de très bonne qualité et prélevés de manière très rigoureuse. Donc ça, c'est un vrai premier élément. Et puis après, non seulement c'est un élément pour le côté biomarqueur, mais c'est aussi ce qui va nous permettre d'identifier les micro-organismes intéressants qui pourront être utilisés dans la thérapeutique ultérieure. Et le deuxième aspect, c'est la transplantation fécale. Pour la recherche, aujourd'hui, faire une étude sur la transplantation fécale, c'est extrêmement compliqué. C'est vraiment le parcours du combattant. Et donc là aussi, on a vraiment des besoins pour simplifier tous les processus, probablement développer une banque de sels, mais cette fois-ci une banque de sels pour la transplantation fécale, pour pouvoir faire de la recherche plus facilement. Merci pour ces précisions et puis bravo. Dernière intervention, on réduit encore un peu plus le scope et on va s'intéresser au microbiote intestinal de l'enfant, on va voir de l'enfant, voilà, ça va de quel âge à quel âge, docteur enfant, on va en parler. C'est le professeur Jean-Pierre Hugo qui a accepté d'intervenir pour nous sur ce sujet, qui est professeur et chef du service d'hépato-gastro-entérologie à l'hôpital mère-enfant Robert Debré de la PHP. La parole est à vous. Merci Rodolphe, donc bonsoir à tous. Je vais essayer d'éclairer un petit peu les choses du côté pédiatrique, puisque c'est mon métier. Et je vais peut-être repartir de ce que disait le professeur Patrice Debré, puisque on vit dans un monde qui est microbien. Les microbes sont partout, il vous l'a bien expliqué. Ils étaient là bien avant nous, ils sont apparus 500 millions d'années après la naissance de la Terre, il y a presque 4 milliards d'années. Nous, les êtres dits supérieurs, les organismes supérieurs, on est arrivés beaucoup plus tard. Et donc, il a fallu s'installer dans ce monde qui était déjà très microbien. Il est microbien partout. Il y a des microbes sous la terre, des profondeurs de plus en plus importantes qu'on découvre sous la mer, dans les failles océaniques, sur les peaux. Il y en a partout. Et il y en a, c'est bien sûr, ils sont beaucoup plus adaptés que nous, êtres dits supérieurs. Et il faut donc faire avec. Et donc, l'idée, jusqu'à maintenant, a été qu'il a fallu cohabiter avec ces microbes. Et dans la phylogénie des espèces, je dirais que les premiers êtres supérieurs, les plantes, les insectes, les mollusques, eh ben, ils ont essayé de se protéger. Et ils sont protégés en créant des barrières, la cuticule, l'écorce, du mucus, tout un tas de choses. Et puis en créant des molécules, des protéines anti-inflammatoires, des protéines antibactériennes qui vont tuer les bactéries. Et puis, probablement, à l'époque des vertébrés, et Patrice Debré me dira s'il est d'accord avec l'hypothèse, il est possible que l'immunité adaptative est apparue. L'immunité adaptative, c'est quelque chose qui permet de se défendre contre des antigènes, des molécules qui sont très spécifiques. Et il y a une chercheuse de Hawaï qui a proposé qu'en fait, l'immunité adaptative a été développée par les vertébrés pour essayer de cohabiter mieux avec les bactéries de notre environnement, et de ne plus se défendre contre tout, mais d'être sélectif vis-à-vis de quelques microbes considérés comme pathogènes, et d'accepter les autres. Et in fine, je pense que cette idée est probablement à creuser. Et je fais cette analogie parce qu'en fait, culturellement, on a le même problème, et Patrice Debré vous l'a dit tout à l'heure. Initialement, on a voulu se défendre des microbes, on a créé l'hygiène, la propreté, on s'est focalisé là-dessus. Et puis vraiment maintenant, le challenge, c'est de se dire, ces microbes, finalement, on vit avec, ils nous sont utiles, et c'est nos amis. Et peut-être qu'il faut, au lieu de lutter contre eux, s'associer, et puis en faire des amis. Et vous allez voir qu'en pédiatrie, c'est exactement la question posée que je vais développer. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le microbiote de l'enfant? Vous voyez sur cette diapositive la dissemblance. Plus on va à droite, plus il y a une dissemblance entre les individus. Et vous voyez que chez les enfants de moins de 3 ans, eh bien, il y a beaucoup plus de dissemblance entre les individus que si vous preniez des enfants plus vieux ou des adultes. Et ça, c'est vrai dans 3 populations qui ont été étudiées dans cette étude. Les Malawis, les Amérindiens ou des gens qui vivent aux États-Unis. Et donc, en fait, avant l'âge de 3 ans, le microbiote, il est très divers d'un enfant à l'autre. Il n'est pas stabilisé, il est très varié, très différent. La diapo suivante. Et donc, après, quand on suit le microbiote, toujours sur ces 3 populations, eh bien, vous voyez qu'après 3 ans, pendant de 0 à 3 ans, c'est petit encart en haut, eh bien, le microbiote va se diversifier, le nombre d'espèces différentes présentes dans le microbiote va augmenter, et ça va se stabiliser à l'âge adulte, avec, vous voyez, quelque chose qui reste au fil des années.
en notant qu'aux États-Unis, le microbiote est moins diversifié que dans les deux autres populations. Et effectivement, on s'aperçoit que la diversification, la diversité du microbiote est moins bonne dans les pays développés que dans les pays dits en voie de développement. Et en réalité, s'il y a un point commun entre tous les microbiotes qui ont été associés à toutes les maladies, il y en a beaucoup. Le point le plus souvent retrouvé, c'est quand même la diversité du microbiote, c'est-à-dire d'avoir un microbiote où il y a peu d'espèces représentées, un microbiote simple, est plutôt associé à des maladies que d'avoir un microbiote très varié, très divers. Alors en même temps que s'installe ce microbiote qui se diversifie et qui se stabilise, eh bien, il y a des réactions immunitaires qui apparaissent et dans l'organisme, via l'intestin, eh bien, il y a un dialogue qui se passe entre les cellules immunitaires de la muqueuse intestinale qui vont recirculer et donner d'autres signaux, et puis ce microbiote qui s'installe. Alors les données qu'on a dans l'interaction sur le microbiote et la muqueuse intestinale, l'immunité, sont surtout des données chez la souris. J'en parlerai pas ce soir parce que je pense qu'on a peu de choses chez l'homme. C'est d'ailleurs souvent sur des modèles assez grossiers, c'est-à-dire c'est des souris sans microbiote ou avec des microbiotes. Évidemment, personne n'est sans microbiote, on vit tous parmi des bactéries qui nous entourent. Et donc la question est moins celle-là que de savoir si des petites différences dans la composition de notre microbiote peut changer les choses. Alors, qu'est-ce qui joue sur ce microbiote quand il s'installe? Eh bien, il y a quelques facteurs qu'on connaît aujourd'hui, mais on est très loin d'avoir tout étudié et tout réfléchi. On n'a même pas, toutes les idées n'ont pas été testées. Et donc, il y a du travail à faire, et c'est ce qu'on se propose de faire. Et donc, vous voyez sur cette diapositive l'idée de la composante génétique dans le microbiote. En réalité, vous avez toujours la différence entre les individus. Plus on va vers le haut, plus on est différent. Plus on va vers le bas, moins on est différent. Donc quand on se compare à soi-même, on est assez proche. Il y a une certaine stabilité du microbiote, ce qu'on appelle, il y a même une résilience, c'est-à-dire que si on introduit un déséquilibre dans le microbiote, notre microbiote individuel est capable de revenir à son état normal, plus ou moins, en quelques semaines. Mais vous voyez que chez les jumeaux monozygotes, qui sont des individus qui sont génétiquement identiques, eh bien, vous voyez que le microbiote est beaucoup plus dissemblant qu'entre deux personnes qui sont entre la même personne. Ce qui suggère quand même qu'il y a d'autres facteurs que génétiques qui jouent un rôle. Et quand on compare la ressemblance entre les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes, qui eux ne se ressemblent que pour la moitié de leur génome, eh bien, vous voyez que la ressemblance est à peu près la même, ce qui suggère que la composante génétique dans le microbiote est relativement faible. Et effectivement, les derniers travaux sur des très grosses études internationales qui datent de l'année dernière montrent qu'il y a assez peu d'associations entre des gènes précis et des espèces bactériennes de notre intestin. Donc, je dirais que la génétique probablement a un rôle relativement modeste dans l'établissement du microbiote, tout au moins pour ce qu'on en sait aujourd'hui. Après, la deuxième question qui est revenue un petit peu, on pense qu'on est stérile, qu'on vit dans un monde stérile au sein du ventre de notre maman, mais en réalité, cette question, qui est un classique, a été remise en question récemment, et il y a plusieurs études qui ont essayé de regarder si on pouvait trouver de l'ADN microbien dans le placenta, le liquide amniotique ou le premier méconium du bébé. Et quelques études rapportent effectivement un peu d'ADN microbien, en très petite quantité. Je vous ai mis pour le placenta là-haut la quantité, ce qui représente extrêmement peu de choses. Et donc, on a probablement un petit peu de contact avec de l'ADN microbien. Est-ce que c'est des vrais microbes entiers? C'est pas du tout sûr. Il est possible que ce soit des déchets microbiens qui circulent un petit peu. Et il y a même les dernières études suggèrent que ça puisse être simplement des contaminations, parce que quand on a des taux très faibles de microbes comme ça, peut-être qu'il faut être extrêmement drastique sur le fait de ne pas toucher du tout le prélèvement qu'on fait. Donc, on va rester dans l'idée aujourd'hui que le fœtus vit quand même dans un monde grossièrement stérile, même s'il y a une petite remise en question aujourd'hui de cette question. La diapo suivante, donc après on est, et à la naissance, ça vous a été dit par Alice Coll et par Patrice Debré, eh bien la voie d'accouchement joue un rôle, et vous voyez ici l'évolution des taux de césarienne, c'est un travail finlandais, mais on pourrait montrer ça dans d'autres pays, et vous voyez qu'on est à plus de 20% d'accouchement par césarienne aujourd'hui en Finlande, on est à plus de 30% aux États-Unis, il y a certains pays où on est à 50%, en France on est plutôt réservé, donc le taux est moins élevé. Diapo suivante. Et donc, si on regarde le microbiote des bébés qui sont nés par césarienne, qui sont ici en bleu clair, eh bien, on voit que leur microbiote ressemble de façon assez proche au microbiote de la peau de la maman, qui est en bleu foncé, alors que les bébés qui sont nés par voie
naturelle, par voie vaginale, eh bien, ils ont un microbiote qui est proche du microbiote qu'on retrouve dans le vagin de la maman. Et donc, ça témoigne qu'effectivement, on se contamine par la voie où on passe, qui n'est pas très exceptionnelle et très inattendue. Diapo suivante. Alors, le problème, c'est que la naissance par césarienne a été associée à toute une série de maladies que je vous ai listées un petit peu ici, et qui sont écrites en rouge. Alors, c'est des associations, ce n'est pas des preuves de causalité, c'est juste de dire, voilà, il y a deux choses qui surviennent ensemble, et bien sûr, ce n'est pas une certitude que ce soit un lien de causalité. Hein. On peut avoir une belle-mère et avoir une allergie, et ça peut ne pas être quelque chose qui soit relié, quoique ça dépend. Mais disons que le doute, il y a un doute. Donc là, vous voyez qu'il y a un doute sur la naissance par césarienne et l'apparition de maladies ultérieurement quand on est adulte. La diapo suivante. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, on va essayer de restaurer un microbiote normal. Il y a des études qui ont été mises en place pour coloniser le bébé à partir d'un tampon vaginal qui est mis dans le vagin de la maman pendant l'accouchement. Et donc, au moment où le bébé sort par césarienne, on va lui barbouiller la figure et le corps avec ce tampon vaginal pour essayer de lui donner un microbiote qui soit naturel, entre guillemets. La diapo suivante, et alors ça marche plus ou moins, au moins un coffret. La diapo suivante. Alors après, quand on est né, eh bien, on va manger, et donc il y a plusieurs façons de manger, vous le savez, pour les bébés. C'est soit l'allaitement maternel, soit une alimentation artificielle. Et donc il y a des études qui montrent que quand on a un allaitement maternel, on a un microbiote qui est très différent de quand on a une formule lactée du commerce. Et en fait, pendant les tout premiers mois de vie, le microbiote des bébés allaités est simplifié par rapport à un microbiote d'un bébé qui est au biberon. Vous voyez ici la diversité en ordonnée, l'âge du bébé en abscisse, et vous voyez que pour les jaunes qui sont ceux qui sont au biberon, eh bien, la diversité est plus grande. Mais par contre, après l'âge d'un an, ça s'inverse. Et je vous ai dit déjà que la diversité est un facteur qu'on surveille un petit peu parce qu'on pense que c'est peut-être un des facteurs importants qui puisse jouer un rôle dans les maladies plus tard. La diapo suivante, alors donc du coup, après bien sûr l'allaitement on est diversifié, on mange des choses diverses et variées, et il y a des études qui montrent, ça c'est un travail qui a été fait par des collègues de Florence, qui montrent que les bébés, les jeunes enfants, les nourrissons de Florence ont bien sûr une flore qui est très différente d'enfants qui là vivent au Burkina Faso et qui ont une alimentation très différente. Alors en réalité, les études vraiment bien menées sur qu'est-ce qu'on mange et comment ça fait bouger la flore sont assez peu nombreuses, tout le monde à ma connaissance, peut-être Harry aura plus d'infos, mais indéniablement il y a un travail à faire pour mieux comprendre ça. On reste encore quand même dans des choses relativement grossières. La diapo suivante. Alors le dernier paramètre que je voulais évoquer avec vous et qui a déjà été cité par nos deux intervenants avant, c'est les antibiotiques. Alors la présence traitée par antibiotiques les enfants est associée avec beaucoup de maladies survenant ultérieurement, soit pendant l'enfance, soit plus tard chez les jeunes adultes. Et donc la question s'est posée de savoir si ces antibiotiques avaient un rôle. Alors comme pour tout à l'heure, une association n'est pas une preuve de causalité, c'est pas parce que vous avez une association entre la prise d'antibiotiques et le fait d'être malade plus tard, il peut y avoir des tas d'autres paramètres qui jouent un rôle. Par exemple, vous avez un pharmacien à côté de chez vous, tout bêtement. Et donc, cette association n'est pas signe de causalité. Pour aller vers la causalité, les épidémiologistes essayent d'avoir des arguments supplémentaires, et c'est ce que je voudrais vous montrer ici. Et un des arguments, c'est ce qu'on appelle l'effet dose, c'est-à-dire que plus on prend d'antibiotiques, plus le risque augmente. Ça, c'est un argument un peu en faveur de la causalité. Et dans cette étude que vous voyez ici, eh bien, plus la maman a acheté d'antibiotiques pendant sa grossesse, c'est le diagramme de gauche, ou plus l'enfant a eu d'antibiotiques, c'est le diagramme de droite, c'est dans la première année de vie, eh bien, plus le risque d'asthme qui va se développer dans la deuxième partie de l'enfance va augmenter. La diapo suivante, ça c'est vrai pour l'asthme, mais si vous regardez la diapo de gauche, le nombre d'expositions aux antibiotiques est aussi associé à l'obésité. C'est j'ai pas de laser, mais c'est à gauche. Et de manière intéressante aussi, plus la prise est précoce des antibiotiques, plus ça semble être associé à l'obésité plus tard. Mais je vous ai montré ici deux diapos, mais on peut vous le montrer pour les maladies inflammatoires de l'intestin ou pour d'autres maladies. Donc la diapo suivante, pour conclure, on a aujourd'hui beaucoup d'associations entre des dysbioses, des déséquilibres de la flore intestinale et toute une série de maladies. Harry Sokol vous l'a dit.
ai mis ici une liste. La liste est un peu à l'après-vert. Il y a beaucoup de choses très différentes, avec des éléments qu'il faut comprendre, qui sont loin d'être complètement résolus, qu'il faut probablement décortiquer avant de les prendre comme réellement des vérités de notre époque. Mais toujours est-il qu'il y a une vraie question, la diapo suivante, et cette question, elle pose le problème de savoir si l'installation du microbiote qui survient dans les 3 premières années de vie ne doit pas avoir un rôle important et qu'il faut surveiller. Et nous, on pense en pédiatrie qu'on a un rôle à jouer pour comprendre l'impact du microbiote, y compris dans ses conséquences à l'âge adulte. Voilà, merci de votre attention. C'est l'hôpital de l'enfant Robert Debré, effectivement, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. On va aller très vite, 1 ou 2 questions très rapides avec 1 ou 2 réponses très rapides. Alors, on a la chance à la FES d'avoir une grande page, beaucoup de patients. Il y a un entrepôt de données qui permet d'avoir une vision assez large de cette maladie qui peut être relatée à telle ou telle chose. Est-ce que du coup vous avez commencé à travailler avec l'entrepôt de données pour l'interroger, pour voir si vous voyez des choses qui pourraient vous intéresser, confirmer des hypothèses? Oui, c'est une très bonne remarque. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait les données de microbiote dans l'entrepôt de données pour pouvoir faire des corrélations. Et ça, malheureusement, c'est un sujet qui est compliqué puisque le microbiote, on ne l'analyse pas en routine, on ne l'analyse pas en pratique courante. Ce n'est pas des choses qui se font de manière habituelle. On fait quelques tests sur quelques microbes, en général pour des pathogènes, mais analyser le microbiote, c'est un gros travail, c'est un coût, c'est pas négligeable. Et ça n'a pas aujourd'hui de justification clinique, puisqu'on a rarement des conséquences en termes de traitement ou de prise en charge. Donc on n'a pas ces données disponibles pour les croiser avec les données cliniques. Césarisé, non césarisé. Voilà, mais le problème, c'est après d'avoir le microbiote. Donc il faut effectivement générer des études basées sur l'entrepôt de données, et ça on est bien d'accord que c'est l'avenir. Une dernière question. Eh bien, merci beaucoup, professeur Hugo. Quelques mots de conclusion. Très rapidement, cette conférence a été filmée. On remercie François Adler, notre partenaire, pour tout le travail réalisé. Il y aura un montage et donc nous vous proposerons une vidéo de cette conférence. Et l'ensemble de nos conférences seront de la même manière filmées. Nous en garderons une trace pour le plus grand bonheur de tout le monde. Deuxième point, évidemment, toutes nos excuses pour les conditions qui n'étaient pas totalement optimales pour l'accueil et pour l'écoute. Mais merci à nos intervenants d'avoir joué le jeu quand même, et je voudrais qu'on les applaudisse une fois de plus. Ils ont l'habitude dans les amphis, mais enfin là, le mégaphone, c'est pas toujours dans les amphis non plus, après tout. Et puis enfin, quelques mots très rapides, on a voulu maintenir le cocktail quand même, donc ce sera pour un verre, hein, c'est pas dans les conditions telles qu'on l'aurait souhaité, mais au moins pour partager un verre et discuter avec les intervenants, ce sera possible juste à côté. Et puis enfin, 3 remerciements, un remerciement évidemment aux équipes de l'Hôtel Dieu, c'est la moindre des choses, on a été très bien accueillis. Un grand merci. Merci à l'équipe de la Fondation d'avoir organisé tout ce travail au milieu de plein d'autres choses. Il y a une équipe de choc et on en est très fiers. Merci pour eux. Et les derniers remerciements iront évidemment à ceux qui, parmi vous, sont là et que nous n'avons pas encore nommés, mais c'est à dessein, je voulais terminer par eux, nos donateurs, et il y en a un certain nombre qui sont parmi vous. Merci, très chers donateurs, de nous accompagner, de nous permettre de financer des projets de recherche tels que ceux qu'on a vus aujourd'hui, de financer également ces conférences pour pouvoir redonner à la société ce que l'hôpital produit de recherche, et c'est bien la moindre des choses. Donc, merci beaucoup à ces donateurs, j'espère que vous nous resterez fidèles, et j'espère que votre générosité, évidemment, suscitera d'autres générosités. Si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment nous accompagner, il y a tout ce qu'il faut dans les éléments de communication, il y a même une urne, sortie si vous le souhaitez. Merci encore à tous d'être venus, à très bientôt, début 2018 pour le prochain rendez-vous, et on se retrouve juste à côté pour le petit cocktail. Merci à tous.